rêve ce matin. Alors nous, on ne va pas courir, hein, comme on disait, on va vous présenter autre chose. J'en profite pour remercier les sponsors sans qui on ne pourrait pas présenter aujourd'hui ce qu'on va vous présenter. Alors je vous propose de commencer par un petit sondage. À votre avis, quel est le point commun entre ces deux personnages? Oui, effectivement, on a la Belle au bois dormant à gauche qui est restée endormie pendant 100 ans. Et à droite, c'est Louis de Funès dans Hibernatus, c'est un vieux film des années 60, et il a hiberné pendant plus de 60 ans. Alors imaginez une personne qui se serait endormie pendant une centaine d'années et qui se réveillerait aujourd'hui. Nous, on s'est demandé avec Marine, qu'est-ce qu'elle verrait si, par exemple, elle allait dans un hôpital? Alors on s'est dit, si on regarde les deux images, cette personne elle serait certainement vraiment étonnée de voir à quel point au niveau technologique on a avancé. Elle serait étonnée aussi de voir que les machines aident vraiment les humains à opérer les gens et que tous les dossiers patients ne sont plus dans des classeurs mais qui sont stockés dans un cloud virtuel mais pourtant bien réel. Ok, mais qu'est-ce qu'elle verrait si elle se baladait dans les rues? Pareil, dans les rues déjà, il n'y aurait certainement plus la même odeur. Il n'y aurait pas le même bruit. On voit que les voitures sont quasiment bientôt toutes électriques. Peut-être qu'elles n'auront plus de pilote dans l'avenir proche. Il y a des écrans interactifs un peu partout, des gens qui travaillent dans des espaces de coworking tous ensemble. Et si elle décidait de retourner dans le monde du travail, qu'est-ce qu'elle constaterait? Là, la différence, c'est de voir que les gens, pour travailler, ils vont toujours plus loin. On peut avoir des réunions tous ensemble en étant aux quatre coins de la planète. Et puis, en un clic sur notre ordinateur, sur notre téléphone, on peut résoudre des problèmes d'équipe très facilement. En revanche, si cette personne, elle rentrait dans une école publique, à votre avis, qu'est-ce qu'elle verrait? La même chose. Qu'est-ce qu'elle verrait selon vous? La même chose. Non, il y aurait des écrans quand même. Ouais. Des écrans en plus. Oui. C'est ce qu'on s'est dit, il y aurait des rangées de tables. Un tableau, peut-être qu'il serait, ça serait un écran, mais ce serait quand même un tableau, et puis un professeur au milieu qui dispense son cours. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les années 20. Alors comment se fait-il que l'école reflète aussi peu les mutations qu'on a vécues ces 100 dernières années? Comment se fait-il que l'école qui est censée normalement nous préparer à notre vie, à notre futur, est si peu évoluée dans la forme, on le voit sur les images, mais aussi dans le fond, dans ce qu'elle propose? Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en Suisse, il y a 1 million d'enfants qui sont scolarisés, en France 12 millions, et en fait ces enfants, ils vont dans la même école que nous on a été, nos parents ont été, nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents. Alors chaque époque, elle est caractérisée par des enjeux, des besoins spécifiques. L'école, elle est née au 19e, l'école dite moderne, et donc à cette époque-là, il y avait un besoin de diffusion, éducation massive, transmission de savoir, uniformisation, mais aujourd'hui, c'est plus doucement notre cas. Notre époque, à nous, elle est caractérisée par quoi? On a l'accélération du progrès technologique, on a l'obsolescence des savoirs rapides, on a l'accès au savoir partout, tout le temps, avec Internet, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a des enjeux écologiques majeurs, donc c'est plus du tout le même contexte. Donc selon vous, c'est quoi nos besoins actuellement? Ce serait quoi les compétences qu'on a besoin de développer? Ouais, posture critique. L'intelligence émotionnelle. Ouais. Collaboration. Ouais. Ouais, collaboration. Tout à fait. Donc maintenant, je vous invite, vous, à vous remettre dans votre peau d'enfant, quand vous étiez enfant, et à imaginer, vous retournez à l'école, mais pas celle où vous êtes allé. Une école où c'est vous-même qui décidez de ce que vous allez apprendre, quand, comment. En gros, vous êtes l'architecte de votre formation. Une école où les compétences de savoir-être, d'agilité, d'intelligence collective sont tout autant valorisées que les compétences académiques de maths, de français, de sciences. Pareil, dans cette école, ce serait une architecture qui est au service de la pédagogie. Et en plus, dans cette architecture d'intérieur, vous pouvez vous déplacer librement. Et enfin, une école où l'éducation, c'est une véritable collaboration entre les enfants, les parents et les enseignants. Pour nous, aujourd'hui, l'école, elle a changé d'objectif et
Nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner les individus à être pleinement créateurs de leur vie, donc les enfants en l'occurrence. Et non seulement c'est quelque chose de super épanouissant, comme on a vu ce matin avec Thomas, mais en plus, c'est vraiment une capacité, c'est une compétence essentielle aujourd'hui dans un monde où on doit constamment s'adapter. Et nous, on voit dans l'école vraiment une formidable opportunité en fait pour cultiver ça, le fait d'être créateur de sa vie dès le plus jeune âge. Mais ça suppose un changement complet de paradigme par rapport à la manière d'envisager l'école. Et donc c'est ce qu'on a imaginé nous, avec Marine, et aujourd'hui on vous emmène dans les coulisses de la création de l'écosystème d'apprentissage agile, qui est un nouveau modèle d'école soutenu par Pixis pour les enfants à partir de 5 ans. Alors avant de commencer, vous devez vous demander mais pourquoi on a mis le mot écosystème. Carole, est-ce que tu arrives à nous expliquer? Là c'est l'instant Larousse. Donc si on revient aux définitions, le mot école, ça désigne un établissement dans lequel on donne un enseignement. Donc il y a cette idée de verticalité, quelqu'un a le savoir et le transmet. C'est vertical, c'est figé. L'écosystème, c'est un ensemble vivant, donc qui bouge, d'éléments qui sont connectés les uns entre eux et qui vont s'adapter. Donc ça veut dire que dans un écosystème, c'est plus l'enseignant qui est le seul à faire dispenser les apprentissages, mais on a vraiment tout un écosystème, plein de ressources, d'outils, de process, dans un cadre qui permettent aux enfants d'apprendre en autonomie. C'est pour ça que nous on a choisi le mot écosystème, parce que c'est vraiment ce qu'on veut créer, pas une énième école. Et notre écosystème, il est basé sur 5 grands piliers. Le premier, qui sont les apprentissages agiles autodirigés. Le second, qui est le pilier architecture, qui va être vraiment au service des apprentissages. Le troisième, qui est la création d'une communauté éducative autour de l'enfant. La quatrième, qui est la mise en place d'une gouvernance partagée. Et le dernier, qui est un mode de fonctionnement hybride. Alors aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter 3 de ces piliers. Alors pourquoi 3 ? Pourquoi ces 3-là ? Parce que c'est véritablement ceux qui remettent l'enfant au cœur de son processus d'apprentissage. Et pour faire ça, on va vous présenter notre personnage aujourd'hui qui s'appelle Rose. Rose, elle a 5 ans. Elle adore jouer avec ses amis, elle est curieuse, elle est dynamique. Elle a changé d'école il n'y a pas longtemps parce que ses parents ils se sont rendus compte que dans son ancienne école, des fois elle n'était pas très épanouie, puis elle se renfermait un petit peu plus sur elle-même. Et dans son ancienne école, sa maîtresse avait tendance à dire que c'était une personne extrêmement volontaire, dynamique, pleine de vie, mais des fois c'était difficile de canaliser son énergie, de se concentrer. Alors il faut comprendre Rose, finalement si on regarde Rose, elle n'a pas choisi d'aller à l'école, déjà on lui a dit maman tu vas à l'école. Elle n'a pas choisi non plus son école, elle n'a pas choisi ses horaires, l'heure à laquelle elle commence, elle ne choisit pas non plus le calendrier de l'année, et puis elle ne choisit pas non plus les activités qu'on lui propose le matin quand elle arrive. Finalement, Rose, elle décide de pas grand-chose sur ses apprentissages. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on s'est rendu compte, il y a plein d'études qui ont été faites qui ont montré qu'à partir du moment où les enfants sont autonomisés dans leurs apprentissages, en fait, ils sont beaucoup plus motivés parce que pour eux, ça fait plus de sens. Donc, ils réussissent mieux, ils se connaissent mieux. Donc, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Et donc le premier pilier de notre écosystème, à nous, c'est les apprentissages agiles autodirigés. Alors au-delà du fait que c'est difficile à prononcer, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Les apprentissages agiles autodirigés, c'est un mix d'éducation autodirigée. Donc c'est une philosophie qui place l'enfant au centre de ses apprentissages. Ça suppose de lui donner une forme de liberté, une forme de choix, et ça place l'adulte comme un adulte qui accompagne l'enfant, et pas uniquement un adulte qui transmet un savoir dans une posture descendante. Donc c'est un mix de cette philosophie-là, couplée au principe de l'agilité. Alors là, vous êtes une communauté d'agilistes, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est l'agilité, mais globalement, ce qu'on retire, c'est donner de la transparence à l'enfant sur ce qu'il doit atteindre, les compétences qu'il doit développer, et lui permettre de s'inspecter et d'adapter. L'idée, c'est de voir les savoirs, les compétences comme un produit infini qui va faire évoluer dans le temps, de manière itérative et incrémentale comme dans l'agilité. Et donc ça, c'est pour quels objectifs ? Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est s'adapter aux avancées. Qui peut prévoir que Rose, quand elle entre à l'école à 5 ans, en fait, elle va adorer les maths. Elle va du coup mettre une énergie de dingue là-dessus, elle va avancer très vite, elle est câblée pour ça. Qui peut prévoir que Rose, elle va avoir des difficultés en français, du coup ça va être un peu plus dur pour elle? Personne, au final. Donc c'est cette idée de pouvoir s'adapter aux avancées de l'enfant. Et le deuxième objectif, c'est de développer la capacité d'apprendre à apprendre.
Ça, c'est une capacité une compétence qui va servir l'individu tout au long de sa vie, encore plus dans le contexte actuellement. Alors, ça c'est gros partie conceptuelle, on va voir concrètement ce que ça donne. Donc on reprend Rose. Rose, dans son ancienne école, quand elle arrivait, on lui demandait d'aller dans sa classe, elle se posait à son pupitre et en fait elle n'avait strictement aucune idée de ce qui allait se passer pour elle dans la journée. Elle ne savait pas les matières, elle ne savait pas le déroulement, elle avait une vague idée de la récré et puis du temps de midi, mais à part ça c'était tout. Là, dans donc, l'EAA, l'écosystème d'apprentissage agile, Rose, quand elle arrive à l'école, elle va d'abord dans son groupe d'autonomie. Alors là, elle trouve ça rigolo déjà, c'est que tous les enfants n'ont pas le même âge. Et il y en a qui sont un petit peu plus grands qu'elle, par exemple. Dans son groupe d'autonomie, ça commence par la routine des intentions. Donc dans la routine des intentions, il y a un petit moment de météo. On lui demande, Rose, mais comment tu vas? Comment s'est passé ton week-end? Alors au début, elle trouvait ça un petit peu intimidant. Elle n'avait pas parlé devant un groupe et encore moins devant des grands. Mais petit à petit, elle a appris à apprécier ça. Parce qu'en fait, elle voit que les gens sont curieux, apprécient son partage. Ensuite, sa maîtresse, mais elle ne se rappelle plus trop, mais elle croit que ça va être. À l'EAA, on ne l'appelle plus maîtresse, on l'appelle référente. Elle lui dit, Rose, une question qu'on ne lui a jamais posée avant. Rose, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre aujourd'hui? Et ça, c'est pas évident d'y répondre quand on a 5 ans. Mais pour ça, il y a Stéphanie qui est présente et qui l'aide, qui va la questionner, qui va la challenger aussi, parce que des fois, elle ne pose pas un petit peu plus le niveau, qui va lui proposer des ressources, etc. Donc une fois qu'elle a fait ça, elle écrit sur son petit carnet et elle le propose au groupe en disant bah, moi mes intentions de travail pour ce matin c'est ça. Et en plus ce qui est cool, c'est qu'elle peut choisir avec qui, si elle veut travailler toute seule ou si elle veut travailler en groupe. Et là elle a sa super copine Léa qui est avec elle et elles ont décidé ce matin de travailler sur le même objectif. Donc une fois qu'elle a son plan, elle a sa carte de route, elle est toute contente, elle est autonome pour la matinée. Évidemment il y a des adultes qui sont présents et à qui elle peut poser des questions, ou bien les autres enfants. À midi, donc là on a fait les apprentissages en autonomie, juste avant midi, il y a la routine de clôture. Donc là elle retourne dans son groupe d'autonomie et à ce moment-là, elle aime bien d'ailleurs, elle peut déplacer le curseur en disant bah, moi j'ai avancé sur ça, j'ai fait ça. Et partager aussi ce qui a été facile pour elle, ce qu'elle a apprécié ou pas apprécié, ou ce qui a été compliqué. Une fois qu'elle a fini la routine de clôture, l'après-midi, elle sait que c'est pour les savoir-être, le développement des savoir-être. Alors ça, au début, elle ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis après, elle s'est rendue compte, elle a appris que, comme le matin, elle apprend comment les choses fonctionnent à l'extérieur d'elle, l'après-midi, elle apprend comment ça fonctionne à l'intérieur d'elle, et aussi quand elle relationne avec les autres. Et d'ailleurs, le lundi, elle adore, parce que c'est les ateliers philo. Parce que Rose, elle adore donner son avis, et elle adore aussi écouter les grands. Alors que son amie Léa, elle est un peu plus timide, elle trouve ça un peu plus difficile. Alors c'est quoi les grands changements de paradigme en fait derrière ce pilier? Le premier, c'est de passer d'un regroupement par classe d'âge à un regroupement par niveau d'autonomie. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous voyez aisément qu'au même âge, on n'a pas les mêmes compétences et on n'a pas la même maturité d'un point de vue autonomie. Et donc l'autonomie, on va l'évaluer selon une grille très précise pour comment l'enfant est autonome sur poser des intentions dans ses apprentissages par rapport à l'évaluation. Et on va accompagner l'enfant pour qu'il puisse évoluer en termes de groupe d'autonomie. Le second grand changement de paradigme sur ce pilier, c'est de développer un référentiel de compétences qui soit transparent et accessible à l'enfant. Aujourd'hui, les enfants en primaire ne savent pas ce qui va leur arriver quand ils vont à l'école le matin. Donc là, l'idée, c'est de leur dire, voilà toutes les compétences que tu as besoin de travailler par domaine, et on va t'accompagner là-dedans. Et tu vas pouvoir faire des choix, et on va être une équipe pour te faire avancer sur ces compétences-là. Le troisième changement de paradigme concerne l'évaluation. Aujourd'hui, dans nos systèmes, on confond correction et évaluation. La note, elle est vécue de manière très négative comme sanction. Et l'adulte, il intervient quasiment tout le temps. Il revoit tous les cahiers, tous les exercices, etc. Là, le changement de paradigme, c'est de dire, ok, on va fournir à l'enfant un matériel qui est autocorrectif. Donc toutes les ressources sont autocorrectives pour développer son auto-évaluation permanente et avoir un retour rapide à chaque fois. Et il ne demandera à l'adulte que lorsqu'il se sentira prêt d'évaluer la compétence finale. Donc c'est laisser le droit à l'erreur en fait et favoriser l'auto-évaluation.
Et le dernier grand changement de paradigme sur ce pilier-là, c'est d'élargir les compétences. Donc aujourd'hui, dans nos systèmes, les compétences, elles sont vraiment focusées sur les maths, les sciences, le français, qui prennent toute la place. Nous, on est convaincus que ça, c'est pas les compétences uniques à développer, et qu'il y a besoin de développer des compétences de savoir-être, savoir on en a parlé tout à l'heure, collaborer, esprit critique, créativité, et aussi de développer des compétences qui vont nous permettre de nous adapter, donc des compétences d'agilité et des compétences aussi d'intelligence collective qui vont nous permettre de collaborer et trouver des solutions ensemble. Alors, là, c'était la grosse partie théorique. Si vous voulez, on va se dégourdir un petit peu les jambes et on va vous montrer cette école à Stockholm, comment il fonctionne au niveau, je vais vous présenter le deuxième pilier, l'architecture. C'est une vidéo en anglais, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas gênant, regardez juste les images, elles sont assez parlantes. Here at the Vitra School in southern Stockholm, they are breaking down the boundaries. You won't find corridors of classrooms here. There are no walls. Spaces are loosely defined by subtle borders and large, abstract creations. Many of my kids said this is great because we don't feel trapped. We don't feel like they're trapped us in a small room and not letting us get anywhere. And a lot of my students actually say they focus better here because they don't sit there thinking, when can I get out? When can I get out? This section of the school serves as a video viewing area, a room for relaxation, a flexible space for different types of learning. It's clear the children here don't want to go back to a traditional school setting. I feel more locked in because it's so many people in one room. It's here, it's so open, and I feel free. Alors j'arrête là, même si ça donne envie de regarder jusqu'au bout. Moi, ce que je trouve flagrant dans cette vidéo, c'est de voir à quel point en fait l'aménagement de locaux, l'architecture, peut véritablement transformer une expérience éducative. Et l'enseignante ou que la petite fille en parle, elles disent on se sent plus prisonnière et du coup je peux mettre de l'énergie pour développer mes apprentissages. Et donc nous dans l'écosystème, c'est le deuxième gros pilier. C'est vraiment de se dire comment on repense l'architecture pour qu'elle soit pleinement au service des apprentissages et pas limitante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va reprendre notre petite Rose. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le matin dans les intentions, Rose, elle a décidé de travailler avec son amie Léa. Et ensemble, elles ont décidé de travailler sur l'objectif connaître la suite numérique de 1 à 100. Donc pour ça, elles se sont dit, tiens, on va jouer à un jeu, peut-être il y en a dans la salle qui le connaissent, ça s'appelle The Mind. C'est un jeu où il faut remettre les cartes de 1 à 100 dans le bon ordre, mais sans connaître les cartes de l'autre. Donc elles se disent, super, on va jouer à ça ensemble, mais comme on risque de faire un petit peu de bruit, on va décider d'aller dans l'espace expérimentation, où là c'est facile d'échanger, on peut discuter sans déranger les autres. Donc elles prennent elles se dirigent dans l'univers des maths, parce qu'il y a des univers thématiques, elles se dirigent dans l'univers des maths et elles vont chercher leur jeu et elles s'installent pour jouer. Une fois qu'elles ont terminé en fait leurs apprentissages en autonomie, elles vont au self, à la cantine de l'école. Elles finissent leur repas et là elles savent qu'elles doivent absolument laisser propre, parce qu'après elles, il y a des coworkers. Alors au début elles ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire, coworkers, et en fait petit à petit elle a appris à les connaître. Et elle trouve ça assez sympathique d'ailleurs de pouvoir voir ce que les adultes font dans leur quotidien. Alors depuis que l'école moderne existe, si je mets à part des écoles alternatives ou avec des pédagogies Montessori, finalement ça a toujours pris la forme de classe avec des murs. Donc là l'idée c'est de changer de paradigme et de revoir ces espaces-là. Donc à l'écosystème d'apprentissage agile, nous on va travailler les espaces autour d'univers thématiques qui vont regrouper toutes les ressources. Donc un univers pédagogique autour des sciences, autour des langues, autour de la musique. Et en parallèle, on va travailler des espaces qu'on a appelés par intention. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que j'ai envie de me concentrer, du coup, d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit? Est-ce que j'ai envie de faire des expériences? Voilà. Donc c'est créer différents espaces, comme vous voyez, avec des navigations et plus de murs, en fait, une fluidité de mouvement. Le deuxième changement de paradigme, Marine l'évoquait un petit peu, c'est de travailler sur la valorisation et la mutualisation des espaces.
On a échangé récemment avec une personne qui est en train de créer une école à Sion, une école assez incroyable, qui s'est amusée à faire l'exercice du taux d'occupation des locaux d'une école. Et donc, il nous disait, si on met les fins de journée, les soirées, les mercredis, les week-ends, les vacances, les grandes vacances, finalement, 80% du temps, les locaux sont vides. Donc ça, pour nous, c'est clairement une forme de gaspillage. Et nous, on estime que c'est plus possible dans le monde dans lequel on vit. Et puis c'est dommage de créer des endroits, des espaces qui sont plus du tout utilisés. Et donc sans vous dévoiler tout ce qu'on a pensé derrière, mais un des exemples phares, c'est de se dire, la cantine, dans une école, elle est utilisée de 11h à 13h. Ok. Et la cantine, ça va être un restaurant qui va se transformer sur les temps du matin et du soir en espace de coworking pour les mamans entrepreneurs, papas entrepreneurs, avec potentiellement des services pour garder les enfants, et qui sur les midis, les mercredis, des week-ends, les soirées, devient un restaurant qui est attrayant pour les familles. Et donc l'espace est utilisé tout le temps et on mutualise ces espaces. Et le dernier point qui est grandement lié au deuxième, c'est de travailler l'ouverture. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais moi j'ai l'impression que les écoles, elles fonctionnent en vase clos. C'est un petit univers créé pour les enfants, où les seuls adultes qui sont présents avec nos enfants, c'est les enseignants. Mais on reste dans une bulle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sortie. Mais... Donc l'idée, c'est de pouvoir les ouvrir sur le monde extérieur. Et par exemple, si je reprends l'histoire du restaurant, les enfants ils côtoient des gens qui viennent travailler sur des projets, ils peuvent leur poser des questions, etc. Donc c'est favoriser les connexions avec le monde réel. Pour terminer sur ce pilier, en fait, je relisais le livre de Lalou sur Reinventing Organization et je suis tombée sur cette citation qui dit « Vous ne changerez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète. » Donc on a toujours connu le format classe, il y a sûrement un nouveau modèle à créer. Et là, pour la petite anecdote, c'est une école designée par un japonais qui a été pensée sans mur, complètement ronde. Et ce que vous voyez là, c'est le toit de l'école qui sert aussi de cours de récréation. C'est tout autre modèle. Alors, avant de passer au dernier pilier qu'on voulait vous présenter, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ok, je vais demander aux parents de se lever, s'il vous plaît. Je vais vous poser, alors Thomas l'a déjà fait tout à l'heure, donc normalement c'est facile sur les règles. Je vais vous poser 3 questions, et si vous pouvez répondre oui ou moi à la question, vous restez debout. Alors, qui parmi vous trouve que le rôle de parent c'est relativement simple, c'est fluide? Quoi? Donc si c'est oui, vous restez debout, si c'est non, vous vous asseyez. Ok. Qui parmi vous se sent pleinement soutenu dans son rôle de parent? Donc soutenu par à la fois la famille, mais aussi les enseignants, les professionnels de santé. On descend ou on va plus bas? Ma dernière question, c'est est-ce que vous sentez que vous avez en tout temps les ressources, les capacités, les outils pour accompagner votre ou vos enfants dans la gestion de leurs émotions, dans les conflits qu'ils pourraient avoir dans la fratrie, dans les difficultés qu'ils rencontrent? On peut se relever? Oui. On peut se relever là. On peut se relever là. Trop bien. Moi, je dis volontiers pour discuter ensemble. La prochaine conférence. En fait, il y a un proverbe africain que vous connaissez sans doute tous, c'est il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, ça fait bientôt 6 ans, l'âge de mon aîné, que je cherche ce village. Ah, je l'ai. Ouais, mais déjà, j'habite dans un village. Oui, je l'ai. Bon, on en discute après. Donc le dernier pilier qu'on voulait évoquer avec vous, c'est la création d'une communauté éducative modélisante autour de l'enfant. Pour cela, on reprend Rose. Alors, on vous a présenté Rose déjà, mais on ne vous a pas présenté tous les adultes qui gravitent autour d'elle. Donc notamment, il y a déjà ses parents, Gabriel et Baptiste. Donc ses parents, pareil, ils se questionnent beaucoup sur l'éducation par rapport à vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont quand même pas mal de questions sur quelle est la posture juste à adopter, comment on accompagne les émotions de ses enfants. Et ils aimeraient
avoir un peu plus d'outils quand même et connaître un peu mieux comment tout ça fonctionne pour pouvoir accompagner leurs enfants au quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'école l'EAA, parce que dans cette école, ils ont des espaces tous les mois pour pouvoir se déposer en tant que parents, partager sur ce que c'est d'être parent, partager leurs difficultés, partager leurs joies. C'est aussi un espace où ils peuvent trouver des outils, et pour ça, c'est super cool. L'autre chose qui est vachement chouette à l'EAA, c'est que comme c'est des petits groupes d'autonomie, la référente, Stéphanie, donc la référente de Rose, on la voit là-bas, elle est très accessible, elle connaît bien leur fille parce que c'est un petit groupe. Donc ils peuvent facilement prendre rendez-vous avec elle. Et la dernière chose qui est super sympa, c'est que Rose, elle a des petits problèmes de diction, et donc elle va voir une logopédiste. Cette logopédiste, ce qui est chouette, c'est qu'elle est dans les locaux de l'école. Donc déjà, elle connaît le fonctionnement de l'école, elle connaît le quotidien de Rose, et en plus, eux, ça leur évite tous les trajets, toutes les navettes qu'ils ont à faire avec les professionnels de la santé. Donc, vous l'aurez compris, nous on essaye de recréer ce fameux village en fait dans cet écosystème-là, avec dans un premier temps une école des parents pour pouvoir outiller les parents, les former à ce que c'est le rôle des parents, pour aussi créer du lien entre les parents et puis le corps enseignant, et pour pouvoir les soutenir. Moi j'ai eu un coach récemment et j'abordais énormément de problématiques d'éducation, et il me disait 20 minutes passées avec un enfant en bas âge, 2 heures d'auto-empathie. Et honnêtement, moi je suis d'accord avec cette vision-là. Il y a besoin d'être soutenu, et aujourd'hui dans nos systèmes, les personnes qui passent le plus de temps avec nos enfants ne sont pas assez soutenues. Le deuxième volet, c'est de pouvoir justement soutenir ces personnes-là, enfin toute l'équipe éducative qui va passer du temps avec les enfants, et donc de pouvoir développer ce qu'on appelle une formation continue et un accompagnement au travers du coaching collectif, mais aussi coaching individuel. Un enfant, il apprend beaucoup par modélisation, et donc si les personnes qui sont en contact de cet enfant ne sont pas bien ancrées, il y a moins de choses qui passent. Et le dernier point, comme l'évoquait Marine, c'est de rapprocher en fait les professionnels santé ou d'éducation, comme les logopédistes, des pédopsies, au sein de l'école, pour créer vraiment un partenariat ensemble et puis faciliter aussi la logistique pour tout un chacun. Alors, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc c'est Jim Rohn qui a dit ça. Et pour ça, moi j'ai une petite anecdote. Jusqu'à janvier dernier, je travaillais dans une école alternative sur l'île d'Ibiza. Donc les parents, pour vous donner un peu une idée, ils étaient ou DJ, ou chanteurs, ou footballeurs, et puis ils avaient tous réussi dans leur vie. Là maintenant, je travaille dans une maison de quartier sur Genève. Les parents, c'est plutôt des gens qui viennent de la migration en fait, qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre, etc. Et il y a une petite fille, je lui posais la question, je lui ai posé une question l'autre jour dans cette maison de quartier. Je lui ai dit, mais toi c'est quoi tes rêves? Est-ce que tu as des rêves? Et puis elle me dit, ah non, les rêves c'est pour une certaine catégorie sociale. Et elle avait 10 ans. Et là je me suis dit, waouh! Et en fait, alors que sur l'île d'Ibiza, tous les enfants, ils avaient des rêves. Et en fait, pour eux, c'était facile parce que, c'était facile de rêver parce que tous les gens qui les entouraient, ils vivaient ces rêves. C'était même plus des rêves, c'était presque des projets pour eux. Et donc se rendre compte à quel point nous, en tant qu'adultes et accompagnateurs des enfants, on est porteurs de ces modèles pour ces enfants. Alors, on aurait pu vous parler de plein de choses qu'on a faites. Par exemple, des pratiques et des routines agiles qu'on souhaite mettre en place à l'école, des partenariats qu'on a fait aussi, notamment avec une école d'informatique sur notre système qu'on veut mettre en place pour l'évaluation et tout ça, du podcast qui va bientôt sortir, de la gouvernance partagée. On a fait plein de choses, mais on a dû choisir, on a eu un certain temps. Et l'autre jour, il y a une personne qui nous a demandé, mais comment vous savez que votre modèle d'école permet de vraiment préparer les enfants à leur futur, sachant qu'il y a une stat qui dit que 85% des métiers aujourd'hui n'existeront plus tard. Justement, nous, c'est tout l'essence du modèle, c'est de se dire, on ne peut pas prévoir en fait, et donc on voit plus de valeur à outiller l'enfant, le former à développer sa capacité à s'adapter, à s'autonomiser pour que ça lui serve en fait tout au long de sa vie. Nous, ce genre de questions, ça fait 3 ans que individuellement et en commun, on se les pose. Et en fait, notre projet, c'est un patchwork d'idées qu'on a
un peu récoltées en allant rencontrer des gens, en allant dans des écoles, dans nos travails respectifs. Et en fait, la plupart de ces idées, elles ont déjà fonctionné, ils les ont déjà testées et elles ont déjà montré leurs preuves. Ce qui fait la singularité de notre projet. Ah oui, j'ai oublié cette partie-là. Ce qui fait la singularité de notre projet, c'est pourtant la partie importante, et ben je l'ai oublié. Donc Nous, on pense que ce qui fait véritablement la singularité de notre projet, c'est connecté à la thématique de chacun, c'est qu'on ose rêver grand. Et on ose penser quelque chose de manière très holistique dans le cadre d'un écosystème, et on a connecté plein de choses qu'on a vues et qui ont déjà fait leur preuve par ailleurs. Et le deuxième élément qui fait la singularité de notre projet, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué encore. À votre avis, quelle est la thématique un peu clé quand on parle d'école qu'on n'a pas abordée? Financement. Ouais. Et pour le coup, le financement, c'est le point le plus disruptif et le plus challengeant de notre modèle. Pourquoi? Parce que nous, on veut sortir des modèles traditionnels du financement de l'école. Aujourd'hui, on a deux modèles, soit le public, donc le tout État, soit le privé, avec le tout écolage, qui met une pression énorme sur les parents. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'école la responsabilité de tous et créer un modèle de financement qui soit à la fois hybride et participatif, avec des contributions de différents acteurs, donc des entreprises privées, des fondations, des collectivités, pour pouvoir proposer la quasi-gratuité du modèle aux familles. Donc ça, c'est l'angle, c'est le gros challenge du projet, et c'est ce qui nous motive grandement, en fait. Et donc pour ceux qui connaissent peut-être Team for the Planet, c'est un modèle qui a été créé qui vraiment remet l'environnement au centre de la responsabilité de chacun. Et nous, on croit fort à ça, c'est-à-dire que c'est dans l'intérêt collectif de tous d'investir dans les fondements d'une société où les gens sont plus conscients, plus collaboratifs, plus sereins, plus connectés à leurs rêves. C'est aussi dans l'intérêt des entreprises privées de financer des écoles où dès le plus jeune âge, on va apprendre à s'autonomiser, on va apprendre à s'adapter et à cultiver ce mindset-là. Nous, actuellement, on est 4 à porter ce projet. Il y a Carole qui est présente ici, qui travaille chez Pixis, donc une société dans l'agilité, et aussi qui est maman et qui adore donner vie au projet. Et donc Marine, qui est facilitatrice dans les écoles démocratiques et éducatrice dans une maison de quartier. Et on a aussi Stéphanie et Sandy. Il y a plein de façons, enfin voilà, au début, comme un enfant, quand il naît, il a besoin de plein de choses. Nous, notre projet, il vient de naître, on l'a rêvé, et maintenant il est né, et on a plein de besoins. Donc si vous voulez nous aider, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Par exemple, en parler autour de vous déjà, apporter de la visibilité. On a aussi besoin de financement pour la phase pré-projet et pendant le projet. Si vous connaissez des gens qui ont de l'argent, c'est voilà. On a besoin aussi de personnes qui veulent travailler avec nous dans les locaux, des spécialistes, des logopédistes, etc. Et on voudrait terminer cette présentation avec une citation de Jean Piaget, donc psychologue suisse, qui dit « Le but principal de l'éducation devrait être de créer des individus capables de faire des choses nouvelles et non pas simplement de répéter ce que les générations précédentes ont fait. » Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de créer un nouveau modèle d'école. Et si on reprend nos deux personnages de l'intro là, on espère que s'ils se réveillent de 100 ans d'hibernation et qui passent à l'école, on espère qu'ils feront cette tête-là. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez parlé de la notion de mur, c'est-à-dire d'ouvrir les murs, de ne pas être enfermé. Et j'aurais une question par rapport au rapport avec la nature des écosystèmes d'enseignement agile. Quelle est la place de l'agilité à l'extérieur? Alors nous, ce qu'on imagine, c'est pouvoir être connecté à la nature pleinement. On connaît tous les bénéfices pour les enfants. Donc le challenge, ça va être de trouver des locaux qui répondent à toutes nos attentes. Mais la nature est une composante clé et on veut qu'il y ait un extérieur, que ce
soit pas du milieu urbain uniquement. J'ai une question. On colle un peu. Qui dans cette salle a été dans une école qui ressemble à ça? Est-ce que vous pouvez vous lever? C'est quelqu'un qui a été dans une école qui ressemble à ça. Du coup, tu résumes. Toi, oui. Je suis le seul dans cette salle qui a été dans une école qui ressemble à ça? Merci. Non. Tu veux les rajouter quelque chose? Non, je demandais, ouais, mais est-ce que la société est prête pour des enfants qui sortiront de cette école-là? Bah, du coup, comment toi tu l'as vécu alors? On va encore discuter, mais ce n'est pas facile. C'est un bon point, c'est une question qu'on nous pose souvent, et qui est beaucoup posée aux écoles dites alternatives. C'est comment vous naviguez entre le système classique et puis le système normal. L'idée, c'est vraiment construire un écosystème qui soit agile. Donc, nous, c'est un modèle qui peut couvrir toute la scolarité obligatoire, puisqu'on va développer cette capacité d'apprendre à apprendre et d'accompagner. Toutefois, si les personnes, pour X raisons, décident de faire des passerelles, de retourner dans le système traditionnel, nous, on va s'adapter à ça. Et donc, il y a des routines, qu'on n'a pas mentionnées parce qu'on ne peut pas tout dire, mais des routines régulières avec l'enfant, avec les parents, etc., pour faire ce projet commun, en fait. Ok, donc, fonctionnons en collaboration, en transparence. Vous souhaitez remettre votre enfant dans le système, très bien, et on va s'adapter, on va le préparer pour fluidifier ça. Ensuite, il y a un deuxième point qui est clé, je ne sais pas s'il est ressorti là, mais c'est nous, on suit ce que va demander le DIP, c'est-à-dire les compétences académiques qui sont demandées, elles vont être intégrées. L'idée, c'est pas de créer un modèle éloigné de tout ce qui est demandé. Aujourd'hui, en Europe, de toute façon, le contexte, il est fait pour, il est plus libre, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et en plus, on y voit de la valeur. C'est juste que nous, on va proposer de le faire différemment. Et du coup, ça laisse aussi plus de temps et d'espace pour cultiver d'autres compétences. Et puis, l'autre chose par rapport à ça, selon moi, c'est que des fois, on pose cette question, mais on pose cette question aussi en tant qu'adulte. Et si vous regardez les nouvelles générations qui arrivent et les générations d'enfants, moi, je pense qu'ils sont prêts à être autonomisés. Enfin, on parle tous de la génération Z. Ils sont prêts à s'autonomiser, ils sont prêts à vouloir... ils sont curieux. Enfin, il y a des choses... voilà, donc c'est aussi être conscient de ça, et je pense que c'est plutôt la société qui va devoir s'adapter à la nouvelle génération qui arrive. Une question un peu terre à terre. Nos enfants, c'est nos trésors, c'est nos chéris, etc. Mais j'ai pas entendu parler de la notion de sécurité avec les temps qu'on a actuellement. Est-ce qu'il y a une dimension sécuritaire dans vos projets? Sécurité à quel niveau C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des locaux qui sont définis avec certaines normes de sécurité, etc., etc. Là, je vois que vous ouvrez beaucoup les locaux, vous faites rentrer le monde extérieur, ce qui a du sens, mais c'est toujours la même question du vieux, je ne suis pas trop vieux encore, mais c'est un peu, entre guillemets, je dirais, pour être méchant, c'est un peu le côté bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde va être avec beaucoup d'empathie, sauf que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Ouais, c'est un bon point. Moi, là-dessus, il y a évidemment, nous, l'intention d'être, c'est notre mission première d'assurer la sécurité à la fois physique et émotionnelle des enfants dans une école. Et moi, ce que j'ai vu dans une école récemment en Suisse, c'est une cour qui était complètement ouverte. Et là, je me suis dit, ok, alors c'est quoi le cadre légal et qu'est-ce qui est mis en place pour... Mais il y a des ouvertures possibles. Donc pour moi, ça va être très dépendant des locaux qu'on va trouver, etc. Et j'ai confiance dans le fait qu'on va réussir à trouver des fonctionnements qui assurent la sécurité. Mais moi, je l'ai vu ça et c'était ok. La cour d'école était ouverte et donnait sur des immeubles, etc. Et je leur ai dit, mais comment vous retrouvez vos enfants du coup, c'est les enfants de l'école là? Non, c'était des enfants qui jouaient à côté. Et donc, il y a le cadre légal et puis après, il y a comment on s'organise pour assurer la sécurité. Et on sera aussi un ratio enfant-adulte qu'on veut assez bas, maximum 8 enfants par adulte, ce qui fait qu'on pourra aussi être présent et accompagner tout ça. Et pas oublier qu'en général, les problèmes, ils n'arrivent pas forcément le plus dans les lieux publics, ils arrivent souvent dans l'intimité. Mais les enfants, il y a des problèmes. Encore une question. Ok. Une question. On se rendra dispo après. C'est super intéressant, merci pour cette présentation inspirante. Le sujet de l'autonomie, il y a un lien avec la responsabilité personnelle. Je trouve que l'autonomie c'est super, et ça fait beaucoup de responsabilité à Rose. Je trouve qu'elle est ça lui donne finalement beaucoup de
pression aussi, le fait d'être autonome. Et c'est le premier point. Et le deuxième point qui est en rapport avec ça, je vois la présentation que vous avez faite, il y a un truc qui m'a tout de suite interpellé. C'est la routine des intentions. Elle est très centrée sur l'intention de Rose. Et ça veut dire qu'elle est un peu verrouillée par ce qu'elle connaît déjà. Et ça m'a immédiatement fait penser à des sujets de biais de confirmation, des choses comme ça. L'école, pour moi, c'était un moment d'ouverture aussi, c'est-à-dire qu'on apporte plein de choses qu'on ne connaît pas du tout. Si je viens ici aujourd'hui, c'est pour aller voir des conférences sur des sujets dont j'ai jamais entendu parler, et c'est ça qui m'intéresse. Et est-ce qu'on peut pas... je suppose que vous avez des réponses à ça, mais on aimerait que Rose, elle ait aussi un moment où on puisse lui parler de choses qu'elle ne connaît pas, quoi. Voilà, c'est deux sujets. Ouais. Est-ce que je peux répondre à la première question par rapport à l'autonomie? Donc, ayant travaillé dans des écoles démocratiques, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des écoles où les enfants ils décident des règles dans l'école, ils décident aussi de leur cursus, etc. Et en fait, je me suis rendu, donc c'était de 6 à 18 ans, et je me suis rendu compte en fait que je crois qu'on ne fait pas assez confiance à nos enfants sur leurs vraies capacités. Ils sont capables de 10 fois plus. Moi, je me rappelle d'une conversation une fois qu'on avait eue sur en fait quelqu'un qui pensait qu'on l'avait volé. Ils avaient réfléchi en disant bah tiens on devrait faire venir des caméras de sécurité. Puis après en fait ils s'étaient dit bah non en fait parce que sinon tout le monde devrait avoir des caméras de sécurité. Qui c'est qui va avoir le droit de visionner ce qui se passe à l'intérieur des casiers? Ils avaient tout réfléchi à ça tout seuls. Aucune intervention des adultes. Et c'est de se dire en fait les enfants ils sont capables de beaucoup plus que ce qu'on leur laisse faire. Donc par rapport à l'autonomisation il y a ça. Et en plus elle sera accompagnée pour apprendre à s'autonomiser. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas capables, enfin qui ont des difficultés aujourd'hui à s'autonomiser. Et en fait, ça s'apprend, ces compétences que nous, on enseignera, et notamment grâce à l'agilité. Il y a un accompagnement, c'est-à-dire il y a des groupes d'autonomie, on en a parlé que d'un, mais l'idée c'est de les faire progresser et de voir où l'enfant se situe et de l'accompagner pour qu'il ne soit pas en situation de stress. Et pour répondre rapidement à la deuxième question, là, effectivement, sur les matinées, l'enfant il va avoir accès à un référentiel de compétences via des outils et on va lui dire bah, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais ça n'empêche pas sur le reste du temps d'avoir cette ouverture où il va y avoir cette flexibilité de on va pouvoir proposer des choses aux enfants, on va pouvoir cultiver les savoir-être. Et l'enfant en fait, une fois qu'il a choisi sa compétence, il va avoir accès à des ressources, donc il va pouvoir explorer comme il veut en fait. Donc il y a cette forme de liberté et de choix qui est un peu partout. Et la posture en fait, le changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui dans vos écoles, la posture de l'enseignant, elle est juste une posture d'enseignant. Et si je fais un parallèle avec un Scrum Master, vous connaissez tous les postures des Scrum Master. Le Scrum Master, il peut être enseignant, mais il peut être aussi coach, il peut être aussi lever les blocages, etc. Et donc c'est ça que l'on va aller chercher. Et donc si l'adulte estime que là, il voit un enfant qui est un peu restreint, bah ok, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir lever ce blocage-là? Donc c'est développer le panel des postures des personnes qui enseignent.